La deuxième question que j'avais à vous poser, c'est a-t-on actuellement assez de leçons apprises pour améliorer en fait le modèle que vous décrivez et comment on pourrait modifier ce modèle pour qu'on ait une manière plus efficace en fait d'application de ces mesures sanitaires et humanitaires en même temps? Alors, d'une part, je me félicite qu'à l'issue de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, euh, la- l'importance des systèmes de santé ait été rappelée ou soulignée. Et j'espère que ça va se traduire très vite par des actions. Euh, les systèmes de santé, c'est un mot un peu euh, qui désigne quelque chose d'assez vaste. Les composants ont été bien définis, notamment par l'OMS, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les systèmes de santé, ce n'est pas seulement des infrastructures et des processus, mais c'est avant tout des personnes, des êtres humains, des personnes qualifiées. Et pour moi, le problème essentiel des systèmes de santé n'est pas leur financement. Et on a trop tendance à parler essayer de trouver des solutions en termes de monétaire, en termes de financement, en termes de budget. Mais ce qui va rester le point faible, c'est la capacité professionnelle et de faire tourner ces systèmes avec des personnes compétentes. Donc il y a un énorme travail et il y a un énorme retard dans la mobilisation et la formation de personnes compétentes. Et si on peut éventuellement payer les salaires ou des formations avec de l'argent, je pense que l'enthousiasme, l'engagement ne se paye pas avec de l'argent, de la motivation. Donc ça c'est une première chose. Donc point positif pour moi, la redécouverte de l'importance des systèmes de santé. C'est pas nouveau d'ailleurs. Dans les années 60, on parlait beaucoup de la construction d'un système de santé dans le cadre de la santé pour tous. Là où je suis assez pessimiste, c'est qu'on continue à traiter les épidémies effectivement comme des événements ponctuels. On est en train de une épidémie chasse l'autre. D'abord à la prévention des récurrences du SRAS et puis en janvier 2003 quand la grippe aviaire a fait son apparition au Vietnam. D'un jour à l'autre, le SRAS a été évacué dans les archives de l'histoire sanitaire et c'est une nouvelle épidémie qui a pris littéralement d'un jour à l'autre. Évidemment, le SRAS reste une menace. On a, on a d'autres virus qui arrivent. Donc on est en train de courir après la prochaine épidémie et ce qui est très, très prévisible, c'est que la fréquence de ces nouvelles épidémies ou pandémies va s'accélérer. Pourquoi Eh bien parce que évidemment ces épidémies ne sortent pas du néant et sont euh, le résultat d'une dynamique d'évolution virale, bien sûr, mais qui est amplifiée par rapport à un contexte de développement, un contexte démographique galopant, une urbanisation, l'accélération des voyages et des échanges. Et là, on a des facteurs déterminants sur lesquels on fait peu de choses. Je pense que euh, par exemple, l'urbanisation non contrôlée, le, la déforestation, des problèmes environnementaux sont la clé de la résurgence des épidémies. Et si on ne s'adresse pas à eux en première ligne, on va continuer à courir après les épidémies, à avoir une riposte par définition insuffisante, puisqu'on parle de choses qui sont inconnues, imprévisibles. Qui aurait prévu que Zika allait faire la une depuis le moment où c'était un virus de collectionneur ou d'entomologue
quelques années. Qui aurait prévu qu'on aurait un jour une épidémie de cette ampleur d'Ebola? Donc ce qui reste à venir est imprévisible. Donc il faut penser en termes génériques, je pense. Merci Philippe pour cette excellente description surtout des causes en fait qui sont derrière l'émergence et la résurgence en fait de ces épidémies. Donc c'est vrai que par rapport à cet état de fait, pour vous, quels sont les éléments justement manquants du modèle actuel hein, pour répondre à cet aspect de pouvoir adresser ces causes majeures? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vais peut-être me référer au second article que j'ai écrit qui concerne l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, et je me suis intéressé aux mesures de coercition qui ont été imposées soit par les États, soit par les agents de santé publique dans le cadre d'une riposte assez codifiée, assez traditionnelle. Et ça s'est heurté à des obstacles de résistance. Pudiquement on dit de réticence, mais appelons-les par leur nom exact, résistance des populations vis-à-vis de mesures sanitaires. Alors on a beaucoup parlé, notamment en termes anthropologiques, d'une certaine incompréhension, une ignorance des concepts médicaux, des concepts de santé publique. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je pense que les populations associent la santé publique, surtout quand elle prend une dimension internationale, quelque chose d'intrusif, de colonial et dont l'objet premier n'est pas d'aider les populations qui se retournent. Donc il y a là un dialogue nécessaire avec les communautés qui doit dépasser les aspects d'anthropologie, connaissances culturelles, etc. Il y a eu un peu trop de culturalisme dans cette analyse.